Chers téléspectateurs de Tandem, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour le deuxième numéro de notre nouveau rendez-vous Knesset et Match. Alors, rendez-vous dans lequel nous vous proposons des débats sur la vie politique et sociale israélienne avec des intervenants de toute sensibilité politique et qui pourront ici, bien sûr, s'exprimer et exprimer leurs opinions sans tabou ni langue de bois. Alors, dans Knesset et Match, nous mettons un point d'honneur à donner la parole à des personnes d'horizons très différents qui peuvent ici proposer des débats sur des sujets qui leur tiennent à cœur. Les seules règles que nous souhaitons imposer sont l'écoute, le débat d'idées et l'échange dans le respect de l'opinion de chacun. Il ne s'agit pas ici de convaincre l'autre, mais bien de confronter des arguments afin que vous, qui nous faites l'honneur de nous suivre, puissiez vous faire votre propre opinion. Alors ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir deux hommes, encore, la prochaine fois j'essaie d'avoir des femmes, je vous promets, de sensibilités politiques très différentes, pour ne pas dire totalement opposées. Alors, on a Benjamin Felous. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Gali. Alors Benjamin, vous le connaissez, il m'a fait l'honneur d'être présent pour la première de Knesset et Match. Alors du coup, on l'a bien aimé, donc on l'a réinvité. Alors Benjamin, on le rappelle, tu es professeur d'histoire, conseiller aux relations internationales de la mairie de Bat-Yam, et tu as été donc ancien officier de renseignement dans Tsahal et aussi analyste au Misrad Haroutz, ce que tu t'es plu, que tu me faisais remarquer tout à l'heure très gentiment. Alors, le Misrad Haroutz, donc le ministère des Affaires étrangères. Benjamin, donc on peut dire que toi, tu es tendance Likoud. Plutôt Likoud. Alors Benjamin, Likoud. Ce soir, à droite même, un peu Likoud. À droite du Likoud. Non, dans le Likoud, mais du côté droit du Likoud. Du côté droit du Likoud. Allez, accordons-lui ça. Et puis, ce soir, pour te faire face, j'ai invité Laurent Siget. Bonsoir Laurent. Bonsoir Galit. Merci de me faire le plaisir d'accepter pour moi. Mon invitation. Alors, Laurent, belge d'origine, en Israël depuis l'âge de 19 ans. Personne n'est parfait, oui. Personne n'est parfait. On aime bien les Belges ici, enfin, en tout cas, moi je les aime bien. Tu te déclares donc de centre-gauche. Ouais. Tendance travailliste. Membre du Parti travailliste, Yigal Allon, Yitzhak Rabin et Ehud Barak, la tendance un peu militariste, si j'ose dire, la tendance faucon, ce qu'on appelle, du Parti travailliste. Et tu serais même pour un regroupement aujourd'hui du Parti travailliste et d'un grand parti qui je pense que de toute façon, il va falloir recomposer. On aime beaucoup en Israël décomposer. Moi, je suis pour la recomposition et pas pour la décomposition. Je pense qu'il va falloir effectivement, à un moment, organiser la vie politique d'une autre façon. Je crois que ça va se faire à droite, je crois que ça doit se faire à gauche. Et je pense qu'il faut diminuer la quantité de partis qui se présentent aux élections en Israël pour pouvoir avoir vraiment, je dirais, 3 à 4 grands blocs. Un bloc de centre-gauche, un bloc de droite, un bloc religieux et un bloc arabe. Ça commence mal parce que je suis d'accord avec toi. Donc déjà, on va voir comment on va évoluer sur ça. Je me suis toujours placé, j'ai été élevé, éduqué, de tradition familiale, on peut dire, mes grands-parents étaient des ouvriers, donc ils ont commencé par être communistes puisqu'ils n'avaient pas le choix, puisqu'ils étaient ouvriers. Mon père a pu faire des études parce qu'il a reçu une bourse du Parti socialiste en 1960, donc il est resté socialiste. Et donc je viens mais tout quand même d'une gauche toujours très patriotique, très pragmatique. Pas une gauche pacifiste, une gauche pacifique, mais pas une gauche pacifiste. C'est pas une question de sémantique, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Même aujourd'hui en France, je ne me reconnais pas aujourd'hui dans un parti socialiste, je me reconnais dans le printemps républicain ou dans des gens comme Emmanuel Valls ou des choses comme ça. Donc je suis un homme de gauche, de centre-gauche, comme je me définis, très pragmatique, qui voit. Alors, en préambule à ton sujet, parce que je rappelle donc que chacun, vous allez donc prendre quelques minutes pour présenter un sujet que vous avez souhaité aborder, et après on pourra en débattre. Je dirais juste que tu as été élevé dans une famille, ce que tu me racontais quand on préparait cette émission, dans une famille que tu as dit orthodoxe moderne. Oui, c'est-à-dire que mes grands-parents venaient d'Allemagne, ils n'étaient pas il n'y avait pas le courant libéral, ils n'appartenaient pas au courant libéral allemand, mais ils appartenaient au courant orthodoxe allemand. Ce qui était marrant dans le courant orthodoxe allemand des années 30, c'est qu'on pouvait être communiste et orthodoxe, ce qui aujourd'hui n'est pas envisageable. Mais ils allaient quand même dans une synagogue orthodoxe, on a toujours prié orthodoxe. Lorsque j'allais à la synagogue en Belgique, on n'allait pas à la synagogue libérale.
On a toujours eu cette vision orthodoxe, mais quand même moderne de la société. Allez, c'est un bon préambule. De quoi est-ce que tu veux nous parler? Alors, je voudrais parler de la laïcité. Alors, la laïcité, bon, tout le monde sait ce que c'est en France. C'est quoi la laïcité? C'est la capacité de vivre ensemble, c'est le fait qu'un gouvernement soit neutre dans sa façon de gérer les choses et qui s'appuie sur des normes juridiques qui permettent de gouverner sans prendre en considération la religion des gens. C'est la séparation de la religion. C'est la séparation, c'est l'absence de domination de la religion sur l'État. Okay. Et donc, c'est aussi, on pratique la liberté de conscience et aussi l'égalité entre toutes les religions. Alors, il y a... c'est quoi Israël, en fait? Parce qu'il y a plusieurs modèles dans les domaines démocratiques. Israël est un État un peu à part. Il y a la façon américaine, où la religion est d'État. Vous jurez sur la Bible, vous jurez sur le Coran, vous jurez sur ce que vous voulez, mais la religion est une religion d'État. In God we trust, and in ourselves we believe. Donc, on croit en Dieu. Et pour autant, chaque communauté... Mais on vit en communauté. Il y a le système à la française, qui est absence totale de religion. Et puis, il y a le système israélien, qui lui est un système un peu, je dirais, un peu entre la chèvre et le chou. C'est-à-dire, Israël est vraiment un État laïque dans le sens où il reproduit le modèle connu de la séparation de la religion et l'État. Mais, il y a un petit mais quand même, il y a une différence fondamentale entre la France et Israël. C'est que Israël, par exemple, a donné des pans complets de sa juridiction aux orthodoxes. C'est-à-dire que Ben Gurion, qui voulait faire un État sioniste et laïque à la base, Nordau, qui voulait faire un État sioniste et laïque à la base, on dit, si on va jusqu'au bout de notre logique, les ultra-orthodoxes, qui étaient à l'époque ultra minoritaires, vont se séparer et on va se retrouver avec une cinquième colonne. Donc, on va faire des concessions. Les concessions ont été dans le domaine du mariage, du divorce, de la cacheroute, du fait qu'on ne puisse pas vendre de porc en Israël. C'est des choses qui ont été acceptées à une époque où, franchement, il n'y avait pas besoin de compromis avec le monde religieux, parce que le monde laïque, à l'époque, il était... majoritaire. Pas majoritaire, ultra majoritaire. Et ils l'ont fait quand même pour des raisons... Ben Gurion était un grand connaisseur de la Bible, il aimait beaucoup la Bible, et il se dit, on doit quand même relier le passé au présent. C'était un laïc qui tenait quand même... Qui tenait à son histoire. Mais bon, quand même, il voulait une identité pas juive, et ça, c'est quelque chose dont je voudrais parler tout de suite. Il voulait éviter que les ultra-orthodoxes ne deviennent une cinquième colonne. Et il y a quand même un paradoxe en Israël qui est extraordinaire, parce qu'à la base, Israël représente le monde juif dans son ensemble. C'est pour ça qu'on a une légitimité à aller chercher Eichmann, là où il était en Argentine, et à le juger. Parce qu'à la base, Eichmann, il n'a pas attaqué l'État d'Israël, il n'a pas détruit des Israéliens, il a exterminé des Juifs. Et le fait qu'Israël prenne une espèce de paternité sur l'ensemble du peuple juif fait qu'on se retrouve avec un pays qui est un peu spécial, qui n'est pas vraiment... Parce que c'est quoi, et c'est ça que je voudrais expliquer au monde francophone, parce que je parle avec beaucoup de francophones, beaucoup de Français, beaucoup de francophones qui arrivent en Israël et qui ont un choc culturel. Il faut se rendre compte que Israël, ce n'est pas une communauté juive. Et ça, pour beaucoup d'olim, c'est extrêmement compliqué lorsqu'on arrive... Mais est-ce que tu es d'accord pour dire que c'est une nation juive? Non, c'est une nation pour les juifs qui a en son sein d'autres minorités qu'elle accepte, ça a été les pères fondamentaux, y compris les orthodoxes de l'époque ont signé pour ça. Donc tout le monde à l'époque était d'accord que c'était un État pour les juifs, qui avait un caractère juif, on ne va pas le nier, puisque on n'est pas venu ici pour rien. Si on était venu ici, si on avait voulu qu'un pays, on pouvait prendre l'Ouganda, il n'y avait pas de problème. L'Ouganda, c'était bien aussi. On n'aurait pas eu les Arabes, on aurait été en Afrique. Je suis sûr qu'on se serait mieux entendu avec les Ougandais aujourd'hui qu'avec les Palestiniens aujourd'hui. Ça, j'en suis sûr. Mais néanmoins, il y a un caractère ici. On a eu un passé, on a pris en compte. Mais il y a un problème aujourd'hui d'identité. Et comment je le sais? Parce que je me suis remarié une deuxième fois avec une femme française, plus jeune que moi, et que j'ai amenée de France, et qui ne comprend toujours pas comment c'est possible que les gens ne soient pas plus respectueux des valeurs juives.
Et pourquoi? Parce que j'ai réfléchi beaucoup à ce problème. Alors maintenant, le débat, c'est quoi? Est-ce que Israël, c'est un pays, est-ce que c'est un pays à caractère juif ou est-ce que c'est une nation israélienne? Et ça, c'est fondamentalement le problème de toutes ces minorités. Moi, ma théorie, à moi, c'est que nous revenons maintenant aux 12 tribus. Il y a la tribu de Dan, c'est-à-dire Tel Aviv, Vous avez Gush Dan, Tel Aviv, la tribu de Dan, Ménaché dans le nord, les Arabes dans le sud, donc, la Judée. Tu es pour le séparatisme? Non, je suis contre. Mais il va falloir trouver un moyen de rassembler tout ça. Alors, nation juive ou nation israélienne? Nation d'Israël. Identité juive ou identité israélienne? J'aime pas le terme juif. Nation d'Israël. Il y a une nation. Déjà, il faut comprendre un truc. On est une nation. Partons de ce principe. Est-ce qu'on est une nation? Cette nation, elle se définit par quoi? Je reviens sur quelque chose. On parle de laïcité. Il y a deux choses différentes. Il y a la laïcité et le sécularisme. C'est deux concepts qui sont semblables à l'origine, mais qui veulent dire deux choses différentes. Par exemple, l'Angleterre, le Royaume-Uni, n'est pas une nation laïque. Non. C'est une nation séculière. Oui, mais c'est une nation communautariste. C'est un modèle communautariste. C'est normal. C'est la communauté anglicane qui s'est affirmée sur les autres nations. La France, historiquement, c'est un pays laïque parce que la France a eu, entre guillemets, l'erreur historique de zigouiller tous ses protestants et ses juifs. Quand on est 98% de catholiques dans un pays, c'est très facile de dire on va être laïque. Et c'est de ne pas envisager, justement... Non, mais c'est vrai, mais c'est pas tout à fait vrai, puisque la séparation de l'Église, elle a été contre l'Église catholique. Donc, à la base, c'est pas parce qu'ils sont catholiques qu'ils ont voulu devenir laïcs. C'est une Au question. contraire. Catholique, ce n'est pas une religion, c'est une culture. Être juif, d'ailleurs, ça n'est pas qu'une religion, c'est une culture. C'est aussi une religion. C'était le mot on a d'Alain séparé Pérou. l'Église et l'État, on pensait à l'Église catholique. Oui, mais il y avait que des catholiques. Donc, on restait, entre guillemets, dans la même culture. Il y a des juifs, on restait dans la même... il y a des juifs, il y a quand même 98% de catholiques, en 1905. Pas 98%. 98. Non. Vérifie les chiffres. Il est prof Vérifie d'histoire. les chiffres. C'est un T'inquiète historien. pas, j'ai prévu le truc. C'est un historien. Mais le fait est que les protestants ont été expulsés, que les juifs ont été diminués, et qu'en 1905, quand on propose la loi de séparation de l'Église et de l'État, c'est de l'anticléricalisme, et qu'on dit tout simplement on va bouffer du curé, mais on reste entre catholiques. Et même les immigrés à l'époque en France, ils sont quoi? Ils sont polonais, ils sont espagnols, et ils sont belges catholiques. Tu as raison, mais alors tu confonds la culture et la religion. Parce que si tu dis que quelqu'un veut bouffer du curé, il peut être de culture, à l'origine de culture, mais il ne fait pas partie de la religion catholique. À ça. Qu'est-ce qui définit un juif? Ça, c'est la bonne question. C'est la bonne question. Quand on se balade à Tel Aviv, on ne peut pas dire, contrairement à ce que pensait Hitler, qu'il existe une race juive. On voit des blonds, on voit des bruns, on voit des ashkénazes, on voit des séfarades. Pas qu'à Tel Aviv, partout en Israël. Je voulais dire Tel Aviv parce que c'est la ville la plus séculière, entre guillemets, d'Israël. Mais c'est aussi une des villes qui est les plus hétérogènes d'Israël. Exactement. Mais c'est-à-dire qu'on voit qu'à l'origine, qu'est-ce qui fait la communauté juive? Qu'est-ce qui a permis aux juifs de subsister dans le monde? Il n'y a pas de race juive, ça c'est clair. Ça n'est pas un ADN, ça n'est pas un code génétique précis, c'est l'appartenance à une religion. Parce que soyons honnêtes, si on retourne... Ou à une nation, ou à une culture... Si on retourne au 19e siècle, il n'y avait pas de juifs qui n'étaient pas religieux. Il y avait des juifs réformés, qui étaient religieux. Il y avait des juifs qui passaient du côté du protestantisme. Oui, mais toute l'époque était religieuse. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de chrétiens. Mais c'est à cette époque-là qu'est né le sionisme. C'est vrai. Le sionisme laïque, politique, de gauche. Et eux l'entendaient comme ça. Mais le sionisme est né en parallèle avec la montée du nationalisme dans tous les pays. Donc c'est une nation juive, moi je préfère dire nation d'Israël. Donc quand on revient au temps que tu as évoqué au niveau de Ben Gurion, c'est vrai qu'on n'a pas eu de constitution qui définisse précisément la place de la religion dans l'État. D'ailleurs, il n'y a pas eu de constitution sur beaucoup de choses, mais quand on dit la Tikva, Nefesh Yehudi Omia, le drapeau de ce pays, c'est un talit. Il y a une référence claire, si ce n'est à la religion juive, du moins à la culture juive accumulée au cours des siècles par les juifs. Tout à fait, mais il n'y a pas l'ensemble des choses. Nous sommes d'accord sur ce principe-là. La seule chose aujourd'hui, c'est qu'Israël a résolu un problème pour les juifs. C'est-à-dire que ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, quand vous êtes en Belgique ou en France, la première chose, pourquoi on mettait nos enfants dans les écoles juives en diaspora? Pour conserver cette identité juive. Pour considérer cette identité, pour éviter l'assimilation, pour qu'ils aient quand même une base. Qu'ici, en Israël, on n'a plus besoin de s'affirmer en tant que juif. J'ai pas dit que c'est mon opinion. J'ai dit que c'est un constat que je fais, qu'aujourd'hui, finalement, j'ai 3 filles d'un mariage avec une Israélienne. Elles ne se posent pas la question si elles vont se marier avec un juif, si elles vont vivre avec un juif, si elles vont vivre dans un état juif, parce que c'est un état de fait. D'accord. Ce n'est pas le problème que j'avais si j'étais en Belgique, où je me dis est-ce que je la mets à Maïmonide, est-ce que je la mets à Ganenou, est-ce que je veux une école plus comme ça, ou est-ce que je la mets dans l'école publique. Alors quelles sont finalement les revendications
des laïcs en Israël. C'est de quoi? De réduire la place de la religion dans l'État? Non. C'est quoi alors? Il y a un problème. Pour moi, et je le dis parce que je l'ai vécu de façon personnelle, pour moi, la plus grande faute qui a été commise. Alors, il faut aussi faire une distinction qu'on ne fait pas souvent dans le milieu français entre orthodoxe et ultra-orthodoxe. J'ai beaucoup de débats dans d'autres chaînes. On vous parle toujours des orthodoxes, et puis on vous montre M. Litzman ou M. Derrick. Ils ne sont pas orthodoxes, ils sont ultra-orthodoxes. Oui, mais les ultra-orthodoxes, c'est la religion qui prône, c'est pas des laïcs. Les orthodoxes, ce ne sont pas des laïcs. Non, les mais il y a une différence. Il y a une différence entre Givat Shmuel et Bnei-Brak. Il y a une différence entre se retrouver dans certaines colonies qui sont très sionistes, etc., et se retrouver à Givatayim avec les kippot srugot, les kippas tricotés, les sionistes religieux qui sont différents. Mais moi, j'aimerais savoir, toi, comment tu la vois, cette laïcité? Parce que si c'est pas réduire ou abolir la place de la religion... Il faut pas réduire la place de la religion. Elle est quoi, alors, d'ordre budgétaire? Parce qu'il y a des écoles, c'est l'éducation. Il y a un problème en Israël fondamental qui est qu'aujourd'hui, pour moi, le plus grand Chilul Hashem qui a été fait dans ce pays, c'est d'avoir laissé les ultra-orthodoxes. Ça, c'est la faute du Likoud, je suis désolé de te le dire, à toi aussi. La faute de Ben Gurion. Non. Ben Gurion n'était pas encore Likoud, à ma connaissance. Non. Je vais te dire pourquoi c'est pas la faute de Ben Gurion, je vais aller jusqu'au bout de ma logique. Jusqu'en 1977, on avait un accord avec les orthodoxes, les partis orthodoxes, les partis sionistes religieux, même Agudat Israël, qui quand même, je rappelle quand même que le parti de M. Litzman a quand même été le seul à s'opposer à la création de l'État d'Israël. Il faut le savoir que dans les partis juifs qui ont été, le jour où on a demandé à tous les partis juifs, êtes-vous pour la création de l'État d'Israël, il y a eu un parti juif qui a dit non, c'est Agudat Israël, M. Litzman. Lorsque je vois ces gens-là qui siègent aujourd'hui et on parle de légitimité, je me dis quand même... Il y a deux partis dans le parti. Il y a Agudat Torah, il y a deux. Il y a d'Egal Torah et Agudat Israël. Je parle d'Agudat Israël, pas d'Egal Torah. Donc il y a la moitié du parti. C'est Gimel. Ok, c'est Gimel. Et le problème, c'est qu'on les a laissés prendre la rabbanout arachite. À la base, le rabbinat d'Israël avait été créé pour donner un service religieux à des gens qui le sont plus, à des gens qui le sont moins, à des gens qui ne le sont pas du tout, mais ça avait été créé dans cet esprit-là. Depuis, à peu près, et ça, c'est avec Chasse, et ça, c'est avec... On ne voit plus aujourd'hui de sionistes religieux, de rabbins à Kippot Srugot ne sont plus du tout dans la rabbanout arachite. Et ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, on parle de réforme de la rabbanout, et ça vient du sionisme religieux, ça vient de Matan Kana, ça ne vient pas de la gauche, ça ne vient pas des laïcs, ça vient du sionisme religieux qui dit, il y a un moment où il y en a marre. Parlons de cacheroute. La cacheroute, aujourd'hui, regardez la plus grande hypocrisie au monde. Les gens qui sont aujourd'hui à la rabbanout et qui donnent les certificats de cacheroute ne mangent pas la cacheroute qu'ils donnent. Pourquoi ? Ils font partie des communautés ultra-orthodoxes à Bnei-Brak, ils mangent le Rav Marfoud, ils mangent des rabbanoutes qui sont des rabbanoutes ultra-orthodoxes, mais ils donnent des certificats de la rabbanout arachite, ils ne les mangent pas. Lorsque vous allez à Bnei-Brak aujourd'hui, moi je suis importateur de chocolat. Donc, je sais que je vais faire un certificat de cacheroute. Il y a 2 ans, j'ai eu une expérience, et heureusement pour moi, je ne suis pas tombé dans le piège. Je suis allé demander, j'ai une certification de cacheroute qui vient de l'étranger, donc j'ai été demander l'équivalence à Jérusalem. Et je suis tombé sur un monsieur, je vous raconte quelque chose comme ça, qui n'est quand même pas rien. Je suis tombé sur le responsable des importations, en Israël. Et je lui dis, comment est-ce possible que telle et telle personne ait ça, et qu'il n'ait pas de cacheroute ici, mais qu'il y ait quand même une autorisation de la rabbanout. Il y a eu un long silence entre nous deux, un très long silence entre nous deux, qui signifiait, il y a moyen de s'arranger. J'ai compris qu'il y avait moyen de s'arranger, et je ne me suis pas arrangé. Heureusement pour moi, 1 mois plus tard, ce monsieur s'est retrouvé à Petah Tikva, à Lave 443, en prison. Il y a des pourris partout. Non, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a donné à des gens des capacités de décider. Il y a une personne qui décide de toutes les importations pour Israël. Il y a une personne, il manque aujourd'hui, il y a de la corruption dans la rabbanout. Il faut le comprendre. Il y a de la corruption qui est totale. Et ces gens ne veulent pas accepter d'autres. Il y a Tzohar aujourd'hui, qui est une organisation orthodoxe et qui propose une alternative. Pourquoi pas ? Peut-être, mais là, on s'est un peu éloigné de notre sujet qui était la laïcité. Ah ben ça rejoint la... C'est un sujet important à l'intérieur de l'État. Mais moi, j'ai une question sur l'extérieur de l'État. Il y a une question aussi, toi, de ton point de vue, Israël, c'est un pays pour les Juifs, mais qui est destiné à accueillir tout le monde. Qui a le droit de venir en Israël ? Ça veut dire quoi, accueillir tout le monde ?
C'est la question que je te pose. Qu'est-ce que tu entends par tout le monde? Par tout le monde. Qui a le droit de venir en Israël? L'État laïque, sur cette identité juive de la nation sur quelle base accorder la nationalité israélienne? Sur la base du fait... Juste pour dire, moi je suis plus nationaliste que religieux, entre guillemets, si on le prend dans cet ordre-là. Donc pour moi, c'est une question plus importante à la limite que la cache-route. La cache-route, que chacun fasse sa cache-route ou quoi que ce soit, moi je sais ce que je mange. Ouais. C'est important, mais moi je sais ce que je mange, oui, donc je saurais quoi faire. C'est pas la cache-route, c'est la cache-route, le mariage, le divorce, voilà. ça implique beaucoup de choses. Le fait de pouvoir se marier pour 300 000 Israéliens qui ne peuvent pas se marier aujourd'hui, il faut une alternative. $20 aller, $20 retour, leur mariage est reconnu. Ne fais pas dans la caricature. Je suis d'accord. C'est pas bien. Il y a 300 000 Israéliens dont une grande partie ont servi à l'armée et qui aujourd'hui ne peuvent pas se marier. Il faut trouver une solution. Pourquoi est-ce qu'on doit toujours être dans le pays de la combine? On ne peut pas être dans le pays qui trouve des solutions. Tu parles de 300 000 Israéliens. Tu parles de 300 000 personnes. Israéliennes. Oui, d'accord, israéliennes. Qui ont la nationalité. Mais on parle dont de 300 000 le père est sur juif. 9 millions d'habitants. Non, 300 000 personnes. Non, pas 9 millions d'habitants. Il y a déjà 2 millions d'Arabes. Alors, tu parles de 5%. Tu parles de 5% des juifs. 7 millions. Un juif sur 20. Tu as traversé la rue, tu as rencontré 20 personnes. Un juif sur 20, il ne peut pas se marier. C'est beaucoup. Qu'est-ce que tu dis? J'ai compris, c'est que ces sujets-là, qui sont des sujets intérieurs, à la limite, j'irais dans son sens. Moi, je suis pour qu'on autorise une union civile à toutes ces personnes-là. C'est obligatoire. Mais évidemment. Non, surtout que c'est une hypocrisie. Parce que, comme quand j'ai dit, moi, c'était dans le sens-là que j'ai dit $20 aller, $20 retour. Si votre mariage est reconnu, si vous allez à Chypre, alors dans ce cas-là, qu'on le fasse reconnaître ici. Il y a pire que ça. La conversion libérale est interdite en Israël. Ouais. Mais si tu viens marier de Belgique, de France et des États-Unis, la haute cour a autorisé, oblige le ministre Adaptim à te noter marié. Donc tu comprends l'hypocrisie. Moi j'ai des amis qui ont été obligés de se remarier ici. De se reconvertir et de se remarier parce qu'ils étaient... Mais la conversion libérale est reconnue aujourd'hui pour être inscrit au ministre Adaptim. Je ne dis pas pour être marié à la Ravonne, mais pour être inscrit en tant qu'Israélien, tu peux venir en tant qu'Israélien en étant libéral. Alors, juste, dernière question sur ce sujet de la laïcité. Est-ce que, pour toi... Comment est-ce qu'on peut aller dans ce sens de la laïcité et quand même se battre pour conserver cette identité juive? C'est vraiment ça, moi, qui m'intéresse, c'est l'identité juive du pays, parce que, est-ce que donc tu serais pour une Medinat Kol Ezrachea, c'est-à-dire un Israël qui soit ouvert à tous ses citoyens, et de séparer finalement le juif d'Israël? Non. Alors, remettons de l'ordre dans tout ça. Il y a 20% d'Arabes qui sont ici, qui sont des citoyens, qu'on le veuille, qu'on l'accepte, qu'on ne l'accepte pas. Hier a été nommé pour la première fois en Israël un juge à la Cour suprême, un juge musulman à la Cour suprême. C'est le premier. Il y a eu des juges arabes chrétiens. Georges Kara et l'autre précédent, Salim Joubran, ils étaient chrétiens. Salim Joubran était chrétien. Salim Joubran était chrétien. Le premier juge, c'est le juge Kaboub, est le premier juge musulman à être nommé à la Cour suprême. D'un côté, je me dis toujours, et je parle souvent avec mes amis de droite, parce qu'ils sont offusqués par ce qu'a écrit Amnesty International sur le rapport sur l'apartheid en Israël, je leur ai dit, effectivement, mais il n'y a pas d'apartheid en Israël, c'est faux, mais regardez, maintenant, on a nommé un juge musulman. D'un autre côté, les mêmes personnes qui sont offusquées par Amnesty, qui disent qu'il n'y a pas d'apartheid, ne sont pas contents qu'on ait nommé un juge musulman. Donc, il faut essayer de régler vos problèmes internes. Il n'y a pas de logique là-dedans. Ça ne me dérange pas qu'il y ait Ça ne me dérange pas du tout. Ah oui, mais il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens, à partir du moment où il n'est pas islamiste, où il ne va pas... Ça me dérange plus qu'il y ait un parti islamiste à la Knesset qui est un juge musulman à la Cour suprême. Ça, tu régleras tes problèmes avec Benjamin Netanyahu. C'est lui qui l'a créé. Donc, c'est lui qui l'a créé. Il a buté Kennedy. C'est lui qui a négocié depuis 2018. C'est lui qui a négocié avec eux depuis 1948. J'essaye dans mes émissions de ne pas tomber dans cette caricature de oui mais Bibi, oui mais Bibi. On va essayer de s'élever un petit peu. Mais tu m'as posé la question pour qui? Alors moi, c'est simple. C'est un État. Nous avons le seul État qui a été créé pour les Juifs. Je suis pour un État qui respecte la minorité arabe avec tous les droits. Moi, je suis pour toutes les obligations également. Pour qu'ils fassent ou un service militaire ou un service civil. Je parle des Arabes israéliens. Il y a une demande. Alors, déjà, à la base, on oublie que 12% des Juifs ne font pas du tout de service militaire, que 45% des filles se font exempter du service militaire juif. Donc, il faut essayer de remettre tout ça à plat pour que tout le monde ait les mêmes droits et les mêmes devoirs. Moi, ça m'insupporte, cette façon de gérer le pays depuis trop longtemps où... je vais vous dire, ma plus grande joie dans ce gouvernement,
je ne suis pas un fan de Bennett, et je ne suis pas un fan de Ram, et je ne suis pas un fan de beaucoup de choses qui se passent. Mais la chose qui me fait le plus plaisir dans ce gouvernement, c'est qu'enfin il y a un gouvernement où il y a des gens tellement différents qui sont obligés au jour le jour de s'accorder, de se parler, de s'entendre. Et puis je suis très content que les ultra-orthodoxes, pour une fois, vont se retrouver dans l'opposition, vont réfléchir pourquoi ils sont dans l'opposition, pourquoi lorsqu'on fait un sondage, ils arrivent juste en dessous des Arabes dans les gens les plus détestés en Israël. Il faut le savoir, ça. Il faut le savoir que lorsqu'on fait un sondage... C'est une caricature. Non, l'Institut pour la démocratie israélienne fait des sondages sur les gens les plus détestés. Si l'Institut pour la démocratie israélienne, c'est la même que... Non. Si on donne leur parole les gens pensent aussi que les Éthiopiens sont des violeurs en série, donc il faut arrêter de déconner. Alors quoi? Alors il n'y a plus personne qui peut exprimer son opinion. On peut, mais il faut la considérer parce qu'elle est des racontages. C'est pas des racontages. Que les Éthiopiens sont des violeurs en série, ou que les orthodoxes sont des voleurs, ou que les Arabes sont tous des voleurs. Lorsqu'il y a des phénomènes, lorsqu'on fait un sondage sur l'antisémitisme en Europe, et que vous vous rendez compte que 27% des Français ont quand même... Un gros tiers des Français ont des vrais préjugés antisémites. Un gros tiers des Belges ont des vrais préjugés antisémites. Un peu moins dans les pays, protestants, anglo-saxons, un peu moins. Et paradoxalement, dans des pays où il n'y a pas du tout de juifs, ça explose dans certains pays. Il y a des pays en Asie où ils n'ont pas un demi-juif, mais ils sont très... Donc pourquoi les gens ont des préjugés? C'est que le problème, il est du côté des antisémites, pas du côté des juifs. D'accord. Mais là, le problème, il n'est pas du côté des Arabes, il n'est pas du côté des orthodoxes, il n'est pas du côté des Éthiopiens, il est le problème du côté des haineux. Tout à fait. Mais le problème ici, c'est qu'on est tous juifs. Et le problème ici, c'est qu'à partir du moment où on est tous juifs, non, je parle de la population majoritaire des 80% qui forment la population, et parce que ces sondages sont faits entre juifs, ok, ils ne sont pas faits avec les Arabes, on ne demande pas aux Arabes est-ce que vous aimez tel ou tel, c'est fait pour les juifs. Lorsque vous lisez certains, vous voyez qu'il y a des tendances dans la population qui sont dramatiques. Si on continue comme ça, et l'a écrit la Banque d'Israël, qui n'est pas quand même un institut de gauchiste, il ne faut pas déconner non plus, qui ont écrit ils ont un institut de Mercard, il le sait, Benjamin, ils sont sérieux. En général, ils respectent les règles. Ils font des études sur du moyen terme, sur de long terme, et ils disent des choses à plat. Ils ont dit en 2050, on va se retrouver avec un fardeau qui est insupportable pour la société israélienne. Donc les gens commencent à comprendre qu'on ne peut plus avoir un modèle où il y a des gens qui travaillent et qui... On parle de 90 000 personnes, 90 000 hommes orthodoxes, on parle de 200 000, on parle de 200 000 personnes dans ce pays qui ne travaillent pas. On parle de 200 000 hommes et on parle surtout, on parle de 200 000 hommes qui reçoivent. J'ai lu hier encore une étude, on parle de 90 000 personnes, mais écoute... Non, mais c'est pas ça. On a 62% de la population, 62% de la population qui travaille. C'est beaucoup moins que dans les pays développés. De la population générale, pas de la population juive. De la population générale. Oui, mais chez les Juifs, ils ont fait... Chez les Juifs, il y a 90 000 lis le rapport. Je t'envoie demain le rapport de la Banque d'Israël. En 2050... Si on se fie à ce qu'a dit le ministre des Finances il y a quelques jours encore, en accusant les Haredim d'être la cause de la hausse du niveau de la vie, de la cherté de la vie en Israël, ça c'était vraiment une caricature quand on sait qu'il y a 90% et que chez les femmes harédiotes, elles sont 89% des femmes harédiotes travaillent, ce qui est supérieur à la moyenne nationale. Elle travaille, mais elle gagne moins. Elle gagne moins que la moyenne. Elle travaille dans certains domaines. Et chez les hommes, ça ne dépasse pas les 48%. Merci Laurent pour ce sujet hyper intéressant. Vraiment, on reviendra peut-être sur... Quand tu veux. On y reviendra peut-être parce que c'est vraiment, moi, j'ai pas abordé le quart de ce que je pensais. On va passer donc au sujet de Benjamin. Benjamin, alors toi, tu as décidé de nous parler du scandale d'État qui est apparu il y a quelques... C'est au-delà de l'État même. Pardon ? C'est au-delà de l'État. C'est au-delà de l'État, mais qui va peut-être faire pchit. Raconte-nous. Voyons voir si ça va faire pchit. Juste, on rappelle un petit peu les faits. On a en Israël une industrie de la défense et de la cybernétique qui est extrêmement poussée, dont une compagnie qui s'appelle NSO, qui a créé de nombreux logiciels espions. Alors, on avait eu déjà un petit avant-goût de ce sujet-là cet été avec les services secrets marocains qui ont espionné Emmanuel Macron grâce à ce logiciel Pegasus. On avait eu pas mal de pays
un petit peu dictatoriaux sur les bords, auxquels notre chère industrie de la défense israélienne avait vendu des logiciels de ce type-là. Et il s'avère qu'en Israël, on en rigolait bien jusqu'à ce que ça nous pète à la gueule en janvier. Le 18 janvier, le journal Calcaliste, par son journaliste Tomer Gonen, publie pour la première fois, on va dire, un avis comme quoi, par les forces de police, le logiciel Pegasus de NSO aurait été utilisé contre des citoyens dans des affaires en cours, avec ou sans documents, avec sans... Commission rogatoire commission rogatoire, si on peut appeler ça, mais en Israël, c'est le système anglo-saxon, c'est vraiment un mandat, quoi. Un mandat de juge pour des écoutes et des pénétrations de téléphone et d'ordinateurs pour justement avoir des informations dans des affaires judiciaires, criminelles, et c'est là où il y a un petit suspense, ou pas. Et c'est là où ça s'enchaîne. Le 23 janvier, Yoav Yitzhak du même journal publie une première liste de noms de personnes qui auraient été justement soumis à ces écoutes. Ou cet espionnage, carrément. Cet espionnage. Dans le cadre des écoutes. Et on a une liste de personnes qui est assez impressionnante. On a quand même un dirigeant d'associations handicapées, on a un dirigeant d'associations éthiopiennes, on a des maires. On a les opposants, ceux qui ont dirigé les manifestations de Balfour qui ont été aussi... C'est marrant, je n'ai pas dans la liste. Ils sont dans la liste. Ils sont dans la liste. Il y a les leaders de Balfour, il y a les handicapés, les Éthiopiens, ceux qui ont dirigé... C'est marrant, les Éthiopiens et ceux de Balfour. Trois grands dirigeants, trois directeurs généraux de ministères israéliens. Shai Babad et encore d'autres. Donc le ministère de la Justice, le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Économie. Et on a également Rami Lévy. Je ne sais pas pourquoi il se retrouve ici. Il voulait peut-être savoir avant tout le monde quels étaient les meilleurs prix pour venir acheter la semaine d'après. À mon avis, il voulait acheter le logiciel. Il voulait avoir une lessive meilleur marché. Pour faire monter les prix. Et non, et il y a également deux maires, le maire de Houlon, le maire de Netanya. Il y a énormément de gens dans cette constellation de personnes. Et il y a également, petite découverte, le fils de Binyamin Netanyahou, Shlomo Filberg, et pas mal de gens qui tournent autour des 4 affaires qui sont actuellement gérées par la Praklitout, par le procureur contre Binyamin Netanyahou. Donc ça posé, évidemment, ça fait des petits remous. Et on a l'adjoint au procureur Mendelblit, au procureur de l'État, au conseiller juridique du gouvernement. Mendelblit a terminé son mandat. À ce moment-là, il n'a pas encore terminé. Et il donne à son adjoint le soin de faire une commission d'enquête professionnelle avec des anciens du Shabak et du Mossad pour vérifier, également avec des policiers, pour vérifier en interne quels ont été les tenants et les aboutissants de ces utilisations avec ou sans. Alors, ce qui est déjà frappant dans un premier temps, c'est le silence du bureau du procureur de l'État. Donc pendant 4 semaines, on va attendre un petit peu une réponse, 3 semaines, on va attendre une réponse du bureau du procureur qui renvoie la balle à la police. En gros, la police a dit, nous, a priori, on n'a pas... autorisé ce type, sauf pour certains cas, donc le cas de Shlomo Filber, en l'occurrence, ça a été véritablement autorisé, ça c'est du domaine criminel, et la police va, avec l'adjoint du conseiller juridique du gouvernement, Meriri, qui est un avocat assez célèbre avant, va commencer à faire une enquête interne. Les conclusions de cette enquête interne ont été publiées avant-hier, et il s'avère que, apparemment, à l'exception du cas de Shlomo Filber, pour lequel il y avait un tsav du tribunal, sur lequel le tribunal avait émis un mandat. Il n'y a pas eu de tous les noms qui ont été publiés par le journal Calcaliste alors, le terme est ambigu, il n'y a pas eu de réussite d'espionnage sur les portables de ça. Donc, c'est pas tentative ou autre chose. Juste une petite remarque technique. NSO ne permet pas, quand il vend son logiciel, ne permet pas par exemple à la police de l'utiliser seul. Pour pouvoir rentrer sur le logiciel d'NSO, il faut avoir quelqu'un d'NSO avec lequel vous travaillez et qui vous fait rentrer par le logiciel. C'est-à-dire que la police n'a pas accès comme ça de façon... D'ailleurs, l'intégralité sont détenues chez NSO. C'est d'ailleurs un problème et NSO s'est demandé pourquoi. C'est un problème d'une société privée qui détient des informations sur des personnes qui sont des personnes publiques ou des personnes où la police demande. D'ailleurs, un responsable de NSO s'était étonné
que personne n'était venu, ne s'était adressé à eux. Directement à NSO, parce qu'ils ont l'intégralité de l'historique et la liste. Donc il y a une liste chez NSO actuellement qui est en sommeil et qui attend juste que la justice se penche dessus. Tout à fait. Il faut quand même faire une petite différence. Bon, il faut parler de deux choses. Il y a un côté éthique, c'est dont on doit parler. Il faut des règles éthiques qui soient claires. Comment utiliser ce genre de logiciel? Est-ce qu'on peut l'utiliser? Est-ce qu'on doit l'utiliser? Et si on le permet, comment peut-on l'utiliser? Mais j'avais l'impression que c'était assez bien encadré. Juste, je rappelle les 3 étapes. Il y a eu 3 étapes qui se sont parlé. Déjà, il y a eu quand même l'interrogation du premier Mafkal, du premier chef de la police. Qui lui avait dit tout de suite qu'il n'y avait pas eu beaucoup de personnes. Il ne s'est pas vraiment trompé. Il a surtout menacé le journal. Il a dit ça va se payer. Donc ça, c'est un petit peu inquiétant. C'est-à-dire que la police a fait le Mafkal, Roni Al-Sher, c'est pour ça que l'ancien Mafkal, Roni Al-Sher. Mais c'est un peu comme président. On garde le titre. On garde les collections aussi. Mais il faut dire aussi que quand l'histoire... Il faut dire aussi que quand l'histoire a été dévoilée la première fois par Calcaliste, les chefs de la police ont fait le tour des plateaux en disant... Non. Ils ont dit qu'il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu du tout. Il n'y a rien. C'est marrant parce qu'il n'y a rien, ça me rappelle quelqu'un. Exactement. Ouais, Et ils ont dit il n'y a rien parce qu'il n'y a rien. Après, on a vérifié, il y a, mais c'est à cause d'un bug technique. C'était un bug justement en commission, pour le coup, entendu en commission en Vahadat à Chok, justement, un petit problème du représentant de la police qui a dit il y a eu, mais c'est pas de la volonté de la personne, c'est un bug technique. Et ensuite, finalement, on a dit il y a eu 3 tentatives et une qui a réussi. Et celle qui a réussi, finalement, il se trouve comme par hasard que c'est celle qui a réussi. On n'est plus dans les 26, ça c'est clair. Non, on n'est pas dans l'instant, on n'a rien du tout. Ah si, je viens d'écouter ce soir, ils ont dit ce soir qu'il y a eu 2 tentatives. C'est là où on revient. C'est dommage que j'ai pas terminé de présenter le sujet. C'est peut-être dommage. En fait, il y a 3 questions que ça pose. Déjà, quand un ancien chef de la police a été le conseiller principal, et c'est pour ça que je doute qu'il y ait des gens des manifestations de Balfour, parce que le chef de la police, qui a été lui-même le conseiller des manifestants de Balfour, a lui-même dit que de ce point de vue-là, il n'avait pas du tout engagé de pénétration directe des portables des gens en question, et que le Mafkal suivant, qui a également été remplacé depuis, n'a également pas dit qu'il avait utilisé ça sur des manifestations contre le Premier ministre ou contre la Knesset qui auraient eu lieu sous leurs 2 mandatures. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il y a eu des menaces et des pressions directement faites contre le journal Calcaliste en termes juridiques, dès maintenant, de la part de l'ancien chef de la police. Et il y a eu surtout cette réponse très, très, très ambiguë de la part de l'ancien, maintenant, conseiller juridique au gouvernement, qui a dit de toute manière, moi, je n'enquêterai pas à titre personnel et je ne laisserai pas faire une enquête sous ma juridiction. Vu que je vais me faire remplacer, je laisse mon adjoint la régler et il a le choix entier et total des moyens qu'ils lui ont. Ça pose un problème éthique parce que ça veut dire que c'est la personne sous laquelle, c'est l'adjoint sous lequel ces écoutes-là se sont passées qui est chargé d'enquêter un petit peu sur lui-même. C'est un problème juridique. Troisième chose, je termine, juste pour s'en terminer. Troisième chose, ça pose quand même un autre problème beaucoup plus grave. Qui juge les juges? Qui juge la police? Et c'est pas seulement dans cette enquête-là que ça ressurgit. À titre personnel, moi je suis un habitant de Bat-Yam. Quand un jeune Éthiopien en bas de ma rue s'était fait abattre de 2 balles dans la tête par la police, alors que c'est contre toutes les indications d'ouverture de tir, l'affaire a été classée en 2-2. Personne ne s'est posé la question de savoir pourquoi, comment. Moi, ça m'amène, c'est la perspective que je veux ouvrir, il y a en Israël un problème global de la part de toutes les institutions qui consiste à prendre pour argent comptant ce qu'on nous raconte sans qu'il y ait jamais de double vérification. C'est-à-dire que le principe de la séparation des pouvoirs, c'est qu'il y a un pouvoir systématiquement qui ait une vue sur un autre pouvoir. Le pouvoir judiciaire étant au-dessus, il y a quand même un contrôle a priori du pouvoir judiciaire qui existe aux États-Unis, qui existe en France, qui n'existe pas en Israël. Il y a quand même un contrôle sur les œuvres de la police par la police des polices. En Israël, on a Mahash. À aucun moment, on a eu Mahash qui a été impliqué dans cette affaire. Dans quelle affaire tu parles? Dans l'affaire de maintenant l'actuelle, dans Pegasus. Mahash. Troisièmement, on est une démocratie parlementaire. On a un parlement. Moi, je me rappelle de l'image de Mark Zuckerberg en train de chier dans son froc devant la commission parlementaire, devant la commission sénatoriale, pour une affaire d'une compagnie privée
qui aurait utilisé de l'analyse politique dans le cadre d'une Facebook. revente. Voilà. Ouais. Là, on parle d'une enquête directe, d'un espionnage direct de la part des forces de police dans ce pays, et on ne juge pas bon, ne serait-ce que pour, je sais pas moi, rassurer la population, faire quelque chose, de faire appel à une commission parlementaire. Bon, alors, je vais bien, citer on une écoute, dernière phrase. on écoute Je vais Florent. citer une dernière phrase sur ce sujet-là avant de terminer. On a eu un excellent, si on compare le système judiciaire israélien, il veut absolument s'américaniser. Moi, je lui conseille de suivre la phrase d'un grand juge de la Cour suprême, le premier juif juge à la Cour suprême, le Justice Brandeis, qui disait « Il n'y a pas de meilleur désinfectant en démocratie que la lumière du soleil ». Quand on ne sait pas, on enquête. Et quand on ne sait pas qui a fait quoi, on fait enquêter par des gens qui ne sont pas juges et parties dans l'affaire. Là-dessus, nous sommes d'accord. Il faut dépasser. Je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un ici dans cette pièce qui soit capable d'analyser vraiment en profondeur, puisqu'on ne sait, on n'a pas vraiment ni les tenants ni les aboutissants de cette affaire. Je crois qu'il faut dépasser le cadre de l'affaire. Il faut essayer de voir comment on peut. Est-ce qu'on peut utiliser... Il y a beaucoup de pression sur la police israélienne. Il faut expliquer aussi que la police israélienne, c'est une police un peu spéciale. C'est une police qui a beaucoup de défis à relever, un peu plus compliqués que les polices américaines ou que les polices françaises ou belges, parce qu'elle doit faire face et à la fois à du terrorisme qui vient de l'extérieur, et à la fois à une grande criminalité qui vient de l'intérieur, et à la fois à toutes sortes de corruption. C'est à qui on a pas beaucoup donné, on a renié aussi sur les moyens de la police pendant longtemps pour essayer justement que la police devienne la plus docile possible. Je rappelle, Meskin, les pauvres. Non, Meskin, les pauvres. Je rappelle quand même que M. El-Sher a été nommé par M. Netanyahou avec une promesse. C'est bien que tu amènes ça. Tu sais qui Netanyahou voulait nommer à la base ? Quelqu'un qui s'est retrouvé avec une enquête judiciaire qui maintenant vient d'en sortir après 7 ans. Donc, à un moment... Tu parles de Hirsch? Oui. Qui est malade, le pauvre. Ça, heureusement qu'il n'a pas nommé. Mais il est innocent ou il n'est pas innocent? Il est innocent. Donc, normalement, il aurait dû être nommé Mafkal. C'est pas parce qu'on est... Oui, tout à fait, mais c'est pas parce qu'on est accusé de quelque chose qu'on est forcément coupable. Non, ça, là-dessus, nous sommes mais d'accord. par contre, ça a annulé sa nomination à titre de Mafkal. Dans le monde entier, lorsqu'on fait une enquête sur des gens qui doivent être nommés à des postes, que ce soit des postes politiques, des postes de type juridique, s'il y a le moindre problème, on annule la nomination. Ça, c'est partout. C'est fou à quel point c'est opportun. Non, quand elle va devenir chef de la police, El-Sher a quand même été nommé par Benjamin Netanyahu avec une promesse de devenir. On ne peut pas faire passer El-Sher pour quelqu'un qui a voulu faire tomber Netanyahu. Je veux dire, ou faire tomber. Tout le monde le dit. Tout le monde le dit. Aujourd'hui, c'est le conseiller des manifestations. C'est le conseiller des manifestations. C'est après. Non, après ça, quoi? Après quand il n'est plus à la police. Il a été nommé par M. Netanyahou avec une promesse. C'est marrant. Tout ce qui est présenté est pris comme argent comptant et il n'y a pas de contestation possible. Non, c'est normal, ça coule de source. Comme il s'est quand même fait interviewer, 2 pages dans Maariv, il a quand même raconté comment ça s'est passé. Donc je ne veux pas entrer. Il a surtout menacé un journal. En démocratie, moi, ça me pose un problème. Non, après qu'il ait été mais chef après, de la que police. ce soit après ou pas après, qu'est-ce que ça peut faire? Dépassons le problème de Pegasus. Est-ce qu'il a pas il faut quand même donner à la police. De réserve. Je ne parle pas maintenant d'écouter des gens qui sont ni des journalistes, bien entendu, ni des hommes politiques, ni personne d'ailleurs, sans avoir l'autorisation d'un juge. C'est clair, net et précis. Il faut que ça se fasse dans un cadre qui soit un cadre légal, qui soit un cadre clair. Je suis d'accord avec Brandes pour dire que la meilleure chose, c'est la clarté, c'est la lumière du soleil pour qu'on sache, pas de zone d'ombre. Donc toi, comme citoyen, tu voudrais une commission parlementaire Je voudrais une commission parlementaire, ou soit une commission parlementaire, soit une commission de type à granate, comme il y a eu après la guerre de Kippour. Il faut dire aussi que la société israélienne, lorsqu'elle n'est pas parfaite, comme tu l'as souligné, elle a ses défauts, mais lorsqu'elle voit qu'il y a un problème, elle est quand même capable de donner 3, 4, 5, 6 juges de la Cour suprême pour juger, et puis on peut te faire tomber un Premier ministre, un ministre de la Défense, un chef d'état-major. Donc on a quand même des capacités aussi à mettre de la lumière sur des zones d'ombre. Mais si elle vient pas naturellement, cette capacité. Elle vient parce que les citoyens sortent dans la rue. Mais si aucune commission... elle ne vient jamais naturellement dans aucune démocratie. Pardon, Laurent. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle checks and balances. Mais est-ce que tu es des d'accord pouvoirs et des est-ce contre-pouvoirs. que tu es d'accord pour dire que si aucune commission d'enquête n'est nommée ou n'est lancée dans cette affaire-là, ça sera quand même un scandale, dans le sens où, là, pour l'instant, le gouvernement en place n'a pas l'air
a l'air de donner du temps à tous les... J'ai parlé avec quelqu'un qui est proche d'Omer. Non, j'ai parlé avec quelqu'un qui est proche d'Omer Barlev. Non, avec quelqu'un qui est proche d'Omer Barlev. Il a nommé, il a fait son boulot. Il a nommé. Justement, il a été rapide. Il a été rapide. Exceptionnel. Il a été rapide. Oui, exceptionnel. Il a été rapide. Il a nommé celle qui est impliquée. C'est quelqu'un de droit. C'est pas quelqu'un qui va vous cacher des choses à la police. Il a nommé ceux qui étaient Omer Barlev, impliqués. c'est quelqu'un d'extrêmement droit. Je sais pas. En tout cas, pour l'instant, il a nommé ceux qui étaient impliqués. Je suis censé être d'accord. Je suis censé dire oui, ok, il est droit. Je le connais pas. Non, mais il a nommé rapidement une commission. Mais il a nommé aucune commission. Sous la présidence de l'adjoint du conseiller juridique du gouvernement qui était impliqué. Je comprends. Ceux qui sont impliqués pour s'auto-enquêter. Néanmoins, il y a eu des conclusions qui sont sorties. Maintenant, si on n'accepte pas ces conclusions, on ne peut pas accepter ces conclusions. Pourquoi Marrakech n'est pas rentré? Pourquoi la police des polices n'est pas intervenue là-dedans? Parce que ça dépasse le cadre. Non. Je vais signer, je vais te donner mon avis ensuite. Ça dépasse le cadre de la police des polices. Lorsqu'on a une affaire de ce type-là, c'est pas Marrakech qui doit dépasser, ça va être une commission au-dessus de la police des polices. Mais là, pour l'instant, personne. Même la police des polices n'a pas été saisie pour. Moi, je suis d'accord avec Benjamin sur le fait qu'il faut faire une commission d'enquête indépendante avec des juges indépendants et surtout pour restaurer au moins la confiance du peuple dans les institutions. On a tout fait pour que le peuple n'ait plus confiance dans la Cour suprême. On a tout fait, mais ce sont les mêmes qui critiquent la Cour suprême et qui n'arrêtent pas de leur cracher à la gueule, qui après quand ils sont dans l'opposition, je vais t'expliquer, sont les premiers à courir pour demander tu me laisses 2 minutes, je vais te dire le point de vue d'à peu près 70% des Israéliens par rapport à ça, selon les sondages. Quand tu vois que sur une décision de justice, on dit que l'ancien Premier ministre n'a eu aucun problème, il n'y a eu aucun problème juridique avec l'achat des sous-marins, et que sur le plan politique, on décide de faire une commission parlementaire d'enquête sur ça, et que de l'autre côté, on fait l'économie de cette commission parlementaire sur une affaire comme ça, alors on se dit, oui, il y a peut-être des tendances politiques. Non. Quand tu vois que le procureur de... Laisse-moi terminer. Je mélange pas. Je te donne l'impression des Israéliens. Je te dis ce que la majorité des Israéliens pensent. À très peu peut-être, mais ce qu'ils pensent. Quand tu vois que d'un côté, on a fait des enquêtes pendant 10 ans sur Netanyahou, et pour terminer, à lui proposer une entente, si Netanyahou est coupable, qu'il aille en tôle et qu'il y reste. Mais si le système judiciaire lui propose un accord, ça veut dire que le système judiciaire s'est trompé. C'est-à-dire que le système judiciaire, ça veut dire que le système judiciaire veut juste qu'il arrête la politique et pas qu'il aille en tôle. Pas du tout. Alors pourquoi ils vont proposer un accord? Toi-même, tu l'as dit il y a 2 minutes, tu parles d'une américanisation du système juridique israélien. S'il y a bien un pays qui propose des bargains, ce qu'on appelle en hébreu iskatun, un accord, à n'importe quel moment, tu peux arriver à un accord. Pas un président de l'État. Aucun président des États-Unis d'Amérique, crois-moi, aucun président. Avec des criminels qui ont tué, avec des criminels qui ont tué 5, 6, 7 femmes. Pas au niveau politique. Je peux te dire qu'on propose. Oui, mais pas au niveau politique. Pas au niveau tous les politique. niveaux. Et je continue sur ce que je vais te dire. Quand tu vois qu'il y a une affaire de corruption électorale qui est donnée entre les mains de la police et entre les mains du conseiller juridique du gouvernement sur un village druze dans le Nord, à propos du ministre de la Justice et d'une députée, et que la police dit tout simplement « on n'enquête pas », et que le conseiller juridique du gouvernement dit « on n'enquête pas », je leur demande pas de conclure, je leur demande d'enquêter. Mais quand tu vois, et je continue, je continue encore parce que c'est le dernier. C'est de la caricature. C'est pas de la caricature, c'est de la réalité. C'est de la réalité. On prend l'exception pour dire, voilà, ils n'ont pas fait ça, ils n'ont pas fait ça, ils n'ont pas fait ça, et ça, c'est la règle. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. D'abord, il faut rappeler que il y a quand même beaucoup d'exceptions. Des conseils juridiques du gouvernement aussi a été nommé par le gouvernement. Monsieur Mendelblit. C'est normal. C'est la loi. Monsieur Mendelblit est une nomination de monsieur. Ehud Barak a été nommé par Netanyahou. Yair Lapid a été nommé par Netanyahou. Bennett a été nommé par Netanyahou, ministre. Ils ont tous été nommés par Netanyahou sur les 12 dernières années. Je parle du conseil juridique du gouvernement. Mais ça veut dire qu'il a été nommé par Netanyahou, c'est tous les fonctionnaires depuis 12 ans qui ont été nommés par Netanyahou. C'est normal qu'ils se retrouvent quelque part. Le conseiller juridique d'un gouvernement, c'est ce qu'on appelle Misrad Emoun. Tu nommes pas quelqu'un simplement
pour ses capacités, tu nommes quelqu'un pour ses capacités et aussi pour sa proximité avec toi. C'est un Missa Emoun. Ce n'est pas une nomination technique, c'est pas un civil servant. Il est là pour 4 ans dans un gouvernement auquel il s'identifie. Reporte-toi à ce que je viens de dire. Moi, je m'en fous de Netanyahou, contrairement à toi. Moi, je n'en ai rien à faire. faire. Moi, je vais te dire un truc. Il est plus là. Je vais te dire un truc. Netanyahou, je m'en fous. Ce qui m'inquiète, c'est mon système judiciaire, c'est mon système juridique et c'est mon système parlementaire. Et ça, c'est 1000 fois plus grave que Netanyahou. Tu as raison, mais il faut se rendre compte qu'il y a des forces à l'intérieur de l'État d'Israël qui ont tout fait pour affaiblir et la police et le système juridique parce qu'ils s'y opposent et parce qu'ils veulent des changements. Mais parce que ce système juridique est inique. Il ne correspond à rien. Les juges sont nommés en fonction du copinage et de la cooptation. Et ils représentent une élite socio-économique qui a été virée des urnes en 77 et qui essaye de se maintenir à tout prix sur ce modèle-là. J'entends toujours cette même remarque que ça fait 40 ans que la droite se retrouve, on peut dire, majoritairement au pouvoir. 40 ans. Bah si tu prends depuis 77, de 77 à 81, de 80 à 84, il y a eu de temps en temps un gouvernement du national. Il n'y a eu que 4 ans, monsieur Rabin qu'on a tué, et puis Barak pendant 1 an et demi. Tout le reste ont été des gouvernements de droite, de centre-droit, avec un peu la gauche qui de temps en temps est arrivée. Il n'y a pas eu un seul gouvernement totalement à gauche, à part celui des Yitzhak Rabin. Donc, si ta théorie elle est vraie, qui c'est qui a empêché les gouvernements de droite de faire tous les changements dont tu parles? C'est le problème de ce pays. Non, je veux une réponse. Sois honnête dans ta réponse. Je veux une réponse. Je suis en train de te répondre. Si tu m'écoutes, je suis en train de te répondre. Mais ce pays n'est pas gouvernable tant que tu ne changes pas le système judiciaire. Et le système judiciaire est inchangeable. Le système judiciaire est inchangeable. Mais c'est faux. C'est les mêmes juges depuis toutes ces années. Mais c'est faux. D'abord, ça c'est faux. Hier, on a nommé 2 femmes, un arabe musulman, 2 femmes et un arabe musulman. Mazel Tov. C'est quoi la majorité à la Cour suprême, rappelle-moi, sur 9 juges? Eh bien, fais les comptes. Et je te signale que Ayelet Shaked avait déjà nommé deux juges, soit considérés comme conservateurs. Il y a un problème avec la droite en Israël. C'est que vous pensez que dès qu'on nomme un juge un peu conservateur, il va se mettre au garde à vous et faire exactement comme il va. Pas compris. Moi, je me fiche pas mal qu'il soit conservateur ou pas. Je me fiche pas mal qu'il soit conservateur ou pas. Pour moi, le juge de la Cour suprême doit être nommé par le peuple. C'est tout. Non, on n'est pas aux États-Unis. On est obligé d'arrêter. C'est bien dommage. Non. On n'est pas aux États-Unis, c'est autre chose. C'est bien dommage. Parce que les juges ne ressemblent pas trop au peuple. Non, c'est un autre système. Laurent, Benjamin, on vous mettra. C'est ça le problème. C'est que ce soit un autre système. Laurent, c'est un mauvais système. Tu peux pas changer les règles au milieu. Merci les garçons, merci Laurent, merci Benjamin. On vous mettra pas d'accord et ça me ravit. En tout cas, j'espère qu'on vous a donné à vous, chers téléspectateurs Tandem, quelques arguments ici ou là pour vous faire une opinion. Je dois dire quand même à l'un et à l'autre, on a parlé de tous, on a parlé de Mendelblit, qu'il a été nommé, etc. On n'a pas parlé de celui au-dessus qui se cache bien tranquillement dans la Bibliothèque nationale actuellement et qui est Shai Nitzan. J'espère qu'on reviendra pour en parler parce que là, c'est vraiment à mon avis la clé de cette affaire. Merci à vous. J'espère vraiment qu'on vous a donné quelques pistes de réflexion. Merci Laurent. Avec grand plaisir, Benjamin. Avec plaisir. À très bientôt pour un nouveau Knesset et Match avec 2 nouveaux invités. Ou les mêmes, moi je les ai bien aimés ceux-là. Bye bye, à bientôt.